Bonjour, je suis Charlotte Cotard de Sciences Citoyennes également. Après cette introduction sur les conventions de citoyens par Marie-Angèle Hermite et Dominique Rousseau, nous allons accueillir deux intervenants, Pauline Véron et Dimitri Courant, afin d'aborder des pratiques de participation citoyenne à l'action publique dans différentes instances et dans différents lieux, notamment la ville de Paris et les assemblées citoyennes irlandaises. Pauline Véron est adjointe à la mairie de Paris, chargée des questions relatives à la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative et la jeunesse. Juriste de profession, Pauline Véron a mis en place différents processus pour améliorer la participation des citoyens de la ville de Paris aux politiques publiques et notamment l'emblématique budget participatif. Donc je pense que c'est cette expérience qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Dimitri Courant est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Ses travaux portent sur la délibération, la représentation politique, la démocratie et les usages du tirage au sort au XXe et XXIe siècle. Ses enquêtes de terrain ont porté sur les assemblées citoyennes irlandaises, le Conseil supérieur de la fonction militaire français, les publiforums suisses, le groupe citoyen du Conseil économique, social et environnemental dans lequel nous nous trouvons, ainsi que le grand débat national qui a eu lieu récemment et la Convention citoyenne sur le climat en France actuellement. Je vais laisser la parole tout d'abord à Pauline Véron. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour échanger avec vous sur ce sujet fondamental de la démocratie continue, parce que j'essaye moi aussi de prendre un peu plus ce terme quand je m'exprime, parce que pour être les mains dans le cambouis, la démocratie participative, depuis quelques années, je me retrouve complètement dans cette définition de démocratie continue, ou même parfois de démocratie interactive. J'aime bien aussi cette expression, mais c'est vrai que lorsque j'ai été élue maire adjointe de Paris et que la maire de Paris m'a confié la délégation à la démocratie locale, qui est une délégation classique, puisqu'il existe déjà depuis quelques années un certain nombre de dispositifs qu'on a appelés de la démocratie locale, notamment les conseils de quartier qui sont issus d'une loi qui met en place des dispositifs de démocratie locale. Avec Anne Hidalgo, on a à l'époque décidé d'ajouter le terme de participation citoyenne. Donc je suis adjointe à la démocratie locale et à la participation citoyenne, parce qu'on faisait déjà le constat en 2014 de la nécessité d'aller plus loin donc, dans cette démocratie qu'à l'époque on appelait locale ou qu'on appelait démocratie participative. Et du coup maintenant, depuis, je le disais que j'ai le main dans le cambouis depuis presque 6 ans, je pense que je parlerai plus volontiers de démocratie continue. Donc ce constat d'une crise de la représentation, et c'est vrai que moi aussi je parlerai plus volontiers de crise de la représentation que crise du politique, parce que depuis 6 ans je ne vois pas de crise, en tout cas du côté des citoyens, de leur envie de faire de la politique, de leur envie de s'exprimer, de leur envie d'être dans le débat. Au contraire, à chaque fois que nous organisons à Paris des moments, des lieux, alors on a testé pas mal de choses, je vais y revenir, je n'ai pu que constater la présence des citoyens en nombre et avec une volonté de débattre et de participer qui est très forte. En revanche, oui, je pense qu'il y a une crise de la représentation et quand j'écoute Dominique Rousseau, je me retrouve dans beaucoup de choses qui sont dites. Donc comment faire pour essayer de compléter nos dispositifs et notre système de démocratie représentative par une démocratie plus continue, permettant d'associer les citoyens régulièrement, tout au long de notre mandat, à la prise de décision, à la réflexion, soit sur des sujets qui sont connus, soit sur des sujets émergents, parce que entre 2 élections, qui est notamment municipale, c'est 6 ans, et un constat qui peut être fait d'un certain nombre de problématiques qui émergent
un petit peu avant des élections municipales ne sont pas forcément les mêmes 4 ou 5 ans plus tard. Donc comment garder aussi le contact sur les débats, sur les sujets d'actualité. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs et on a tout à fait conscience que c'est en les mettant en place et par la pratique qu'on les améliore. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir des retours d'expérience sur ce qu'on fait avec les citoyens qui participent, avec les fonctionnaires qui participent, parce qu'il y a aussi une montée en compétences et tout un tas de réorganisation en interne dans les administrations publiques du fait de la mise en place de ces nouvelles politiques publiques. Et on doit aussi travailler avec eux sur ce retour d'expérience et avec les habitants. Donc vous l'avez évoqué, on a mis en place un budget participatif d'assez grande ampleur à Paris depuis 6 ans. On commence à avoir stabilisé un peu notre dispositif, même si évidemment on continue à réfléchir à des améliorations du dispositif, mais faire en sorte que la ville de Paris mette en œuvre des projets pensés par les Parisiens, choisis par les Parisiens, pour un montant de 100 millions d'euros par an, ça a demandé beaucoup de travail et de mise en place d'un dispositif complexe, puisqu'en plus à Paris, nous avons une mairie centrale, mais aussi 20 mairies d'arrondissement. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons mis en place un dispositif relativement satisfaisant, mais nous sommes toujours work in progress, comme on dit. Alors nous avons aussi mis en place des conférences de citoyens, je vais y revenir, mais je voulais évoquer d'autres dispositifs. Par exemple, nous avons mis en place une carte de citoyen de Paris qui est ouverte à tout habitant de notre ville. Elle est gratuite, on la prend on la commande sur le site internet de la ville. Nous l'envoyons automatiquement à tous les enfants qui rentrent en CM2, la dernière année du primaire, accompagnée d'une lettre expliquant ce que c'est que cette carte de citoyen. Et cette carte de citoyen va ensuite donner accès à des événements municipaux, mais aussi à des ateliers citoyens, puisque nous avons tout à fait conscience qu'il ne suffit pas de dire aux gens participer, il faut aussi les outiller, essayer de leur donner les moyens de comprendre l'environnement institutionnel, d'être formés à la prise de parole en public, à l'organisation de réunions. Donc nous proposons des ateliers citoyens gratuits qui sont organisés par des associations ou par les services de la ville pour donner des outils de base de compréhension du dispositif. Cette carte de citoyen, elle permet aussi de visiter des équipements municipaux pour mieux comprendre comment fonctionne la ville. Elle permet aussi de s'inscrire dans des débats citoyens sur des sujets d'actualité, de participer à des cérémonies municipales et à des événements sportifs et culturels. C'est assez large comme panel qui est proposé. C'est à la fois, j'allais dire, parfois l'éducation populaire assez sérieuse, et puis parfois ça peut être du divertissement. Mais c'est une façon d'être pleinement impliqué dans la vie de la cité. Aujourd'hui, on a un peu plus de 220 000 personnes à Paris qui ont cette carte et qui tous les 15 jours reçoivent un programme auquel ils s'inscrivent. Ils peuvent participer donc aussi à des débats citoyens et à différents événements. Sur nos conférences de citoyens, nous avons décidé avec la maire, et c'est souvent elle-même qui a l'idée d'organiser un certain nombre de conférences de citoyens sur certains sujets. Nous avons décidé d'en faire plus qu'avant. À la fin du mandat de Bertrand Delanoë, il y avait déjà quelques conférences de citoyens qui avaient été organisées, notamment sur la question des antennes relais de téléphonie mobile, qui était un sujet sensible. Et donc, au cours de ce mandat, nous avons organisé 11 conférences de citoyens. Alors, j'avoue que ce n'est peut-être pas exactement selon la méthodologie la plus scientifique qui a pu être rédigée, mais nous essayons de nous en approcher le plus possible. Et je veille à ce que nous continuions à améliorer notre dispositif. Alors,
Ces conférences de citoyens ont essentiellement porté sur les questions relatives au climat. Je vais vous en donner la liste rapidement. On en a une sur des sujets d'actualité, comme par exemple notre première conférence était sur la propreté, sur ensuite la transition énergétique sur comment impliquer les Parisiens dans la transition énergétique vers une ville durable, comment lutter contre la pollution de l'air, comment améliorer la qualité de vie dans le logement social, imaginer le Paris de demain, comment on a eu un gros travail de conférence des citoyens un peu spécifique avec les seniors sur la ville pour les seniors. Donc là, c'était des citoyens de la conférence des citoyens, il y avait particulièrement des seniors. Ensuite, sur notre plan climat, donc toujours puisqu'il a été élaboré à partir de plusieurs conférences de citoyens, notamment, on avait fait aussi une conférence de citoyens sur quelles contributions individuelles et collectives pour changer nos modes de vie. Une autre sur le plan climat, une autre sur le logement et une autre sur comment renforcer la démocratie participative. Et en ce moment même, nous en avons une sur l'hôpital. Quelle place, qu'attendez-vous de l'hôpital dans le parcours de soins à Paris? Quelle place de l'hôpital dans le parcours de soins? Je vais vous montrer un peu la diversité de nos conférences des citoyens. Donc, ce sont des conférences des citoyens qui sont organisées sur plusieurs week-ends, avec un panel représentatif de Parisiens, à partir d'un tirage au sort de personnes qui ont fait part de leur disponibilité pour participer à ce type de dispositif. Mais nous essayons de faire en sorte que c'est à peu près entre 20 et 30 personnes qui soient représentatifs en termes sociologiques, en termes de où est-ce qu'ils habitent dans Paris et en termes d'âge. Et puis bien sûr, parité. Alors, elles vont se rencontrer au cours de plusieurs week-ends. Nous avons un prestataire qui est un facilitateur, qui est un médiateur qui organise ces week-ends. Et nous avons un comité d'organisation qui, avec le commanditaire qui est la ville, qui précise ses intentions, différents représentants des services. Et ensuite, nous essayons de mettre en place un comité de pilotage avec des personnes extérieures à la ville. Par exemple, sur le logement, on avait demandé à Patrick Letrely, qui est un expert sur la question du logement social, d'être un des principaux animateurs du comité de pilotage, ou sur les questions climatiques. Nous faisons appel à des ONG qui œuvrent dans le domaine du climat et nous leur demandons de nous aider à préciser la question et quels experts pourraient être auditionnés. Et donc on fait ça avec eux dans le comité de pilotage. Les experts ensuite sont auditionnés par les citoyens pendant deux week-ends en général, pendant samedi et dimanche. Et ensuite, au cours au moins d'un week-end, les citoyens vont rédiger leur avis qui va ensuite être transmis à la ville. Nous avons à chaque fois invité des représentants de ce panel à s'exprimer au sein du conseil municipal de la ville. C'est-à-dire qu'il y a toujours une présentation qui est faite de cet avis devant la représentation municipale et nous leur donnons la parole à ces représentants au même titre que les élus en quelque sorte, mais nous sommes obligés de suspendre notre conseil municipal parce que le Code général des collectivités territoriales interdit normalement que des personnes non élues prennent la parole dans un conseil municipal. Donc, nous interrompons d'un point de vue juridique notre séance, mais dans les faits, ça ne se voit pas vraiment puisqu'ils viennent en fait au conseil municipal, s'expriment, disent ce qu'ils souhaitent dire sur la conférence des citoyens à laquelle ils ont participé. Et ensuite, il y a un échange avec les groupes politiques qui interviennent et les citoyens peuvent répondre. Et donc, il y a ensuite un débat autour de leur avis avec les élus. Et puis ensuite, je veille à ce que les personnes qui ont participé à cette conférence aient un retour précis sur les modalités de prise en compte de leur avis dans nos décisions politiques pour savoir qu'est-ce que l'on a retenu, ce que l'on n'a pas retenu, pourquoi,
avec le plus possible d'explications. Alors, ensuite je pourrais répondre éventuellement aux questions plus précises sur comment on organise ces conférences citoyennes, mais je voulais dire que je pense que pour mettre en place une démocratie continue, en tout cas à l'échelle locale, c'est celle que je connais, je pense que ça passe vraiment par un panel de dispositifs multiples. Parce que il y a différentes façons de s'impliquer dans la vie, dans les décisions municipales, et que plus on donne des opportunités et des modalités différentes d'y participer, et plus je pense qu'on va toucher un public large et différent. Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans une conférence de citoyens, mais on peut, par un autre dispositif, qui soit le budget participatif, qui mette une petite agora de quartier. On met en place par exemple des kiosques citoyens qui sont des petits chalets en bois qu'on installe dans l'espace public, ouverts à tout le monde, de quartier. Donc là, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir, par les dispositifs qu'on va y mettre en place, dans quelque chose qui est dans l'hyper-proximité, aider certaines personnes qui ne vont pas forcément venir à l'hôtel de ville centrale donner son point de vue. Et donc je pense qu'il faut essayer d'avoir un maillage et un panel de dispositifs de prise en compte de la parole citoyenne, et puis pour que tout le monde puisse y prendre part. Deuxième, je pense, condition sine qua non, il faut des élus qui soient quand même un peu convaincus de l'intérêt de donner la parole et puis de l'intérêt de prendre en compte le point de vue et les propositions des citoyens. Et alors qu'on est quand même dans une ambiance un peu, on peut avoir l'impression un peu plus consensuelle ces derniers temps, de oui, il faut prendre en compte la parole des citoyens, oui, il faut faire de la démocratie participative. Je peux vous dire qu'en fait, c'est pas si consensuel que ça encore aujourd'hui, c'est pas vrai. Je le vois, moi, dans les débats que je peux avoir dans mon conseil municipal, voir ressurgir quand même des clivages politiques qui ont toujours existé sur ces questions-là, avec, on va dire, des familles politiques plus ouvertes que d'autres à la participation citoyenne. Et alors que je présentais, il y a 10 jours, au Conseil de Paris, une délibération municipale qui était l'aboutissement d'un travail citoyen, puisque pour la première fois, nous avons présenté et fait voter une délibération citoyenne qui a été écrite à 100% par les habitants, puisque en fait nous avions fait une conférence de citoyens sur comment améliorer la démocratie participative à Paris, et qui avait abouti à un avis avec 5 propositions concrètes. Ces 5 propositions concrètes, nous les avons prises et nous les avons mises dans une délibération qui est une loi municipale pour que ça devienne la base d'une décision municipale, ces 5 propositions. Et puis ensuite, nous l'avons mis en ligne pour que les Parisiens la complètent, la commentent, y apportent leurs commentaires, leurs amendements. Nous avons organisé aussi des groupes de travail en présentiel avec 5 ou 6, avec un panel de différents profils de Parisiens. Et c'est l'ensemble de toutes ces contributions qui a abouti à une délibération sur l'amélioration de la démocratie participative ou continue à Paris, que j'ai présenté au conseil municipal. Donc, pour la première fois, nous avions un vote sur une décision, sur un document qui a valeur normative, qui n'avait pas été rédigé par des élus. C'était quand même, je trouve, un bel exercice démocratique. Même si on peut toujours améliorer les choses, on a été obligé de le faire dans la continuité de notre conférence des citoyens, et donc c'était l'été. On aurait pu, j'aurais aimé pouvoir le faire à un autre moment de l'année. Eh bien, qu'est-ce que je n'ai pas entendu quand même de la part d'un certain nombre d'élus à l'occasion de notre débat municipal? Je vous invite à aller voir les vidéos sur le site internet de la ville de Paris, et pas forcément venant parfois d'élus jeunes d'ailleurs, qui ont participé, ont porté un avis d'un tel mépris, avec un tel mépris, que moi je pensais quand même que dans la période, il y avait peut-être
un peu de politiquement correct au moins à accepter un peu de participation. Non, on voit bien que l'on touche à effectivement le pouvoir que estime avoir un certain nombre d'élus de façon exclusive et que tout ça ne doit avoir que mépris. Donc tout ça pour dire que le combat politique n'est pas du tout gagné sur ces questions-là et que nous avons au niveau local et encore plus au niveau national des combats à mener pour continuer à, je pense, porter ces sujets. Si nous ne voulons pas aller vers une crise de la représentation et au-delà, du coup, je dirais une crise de la société beaucoup plus importante encore que ce que nous avons pu voir l'année dernière ou dans les années précédentes, avec des mobilisations fortes de nos citoyens, qui parfois malheureusement peuvent aller vers des choses violentes, mais je crois vraiment que c'est absolument indispensable et absolument nécessaire si nous ne voulons pas aller vers une impasse démocratique. Il faudrait pouvoir s'inspirer aussi des choses qui sont faites localement, parce qu'il y a des choses qui sont faites à Paris, mais aussi dans d'autres villes, qui peuvent être portées au niveau national, mais ça j'y reviendrai peut-être dans le débat tout à l'heure, puisque j'ai essayé, notamment en participant à la campagne présidentielle, puisque j'étais aux côtés de Benoît Hamon, chargé de ces questions-là, et que j'ai essayé de voir comment on pouvait dupliquer ces questions-là au niveau national. Donc on a étudié un budget participatif national, par exemple, mais j'ai aussi mis en place, à l'occasion des présidentielles, un conseil citoyen, de citoyens qui ont été tirés au sort, et je pourrais en parler, qui ont participé à la présidentielle au côté du candidat, comme une assemblée de citoyens qui venaient donner leur avis sur le programme d'un candidat à la présidentielle. Et c'était aussi une expérience de participation citoyenne qui était assez intéressante. Je vous remercie. On va maintenant pouvoir écouter Dimitri Courant. La souris est là. Bonjour à tous, je vais commencer. Oui, la souris est là. Je ne sais pas comment ça marche. Okay. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Et, Bon, j'espère que le PowerPoint va se lancer parce que je vous ai mis des photos et puis c'est plus clair à suivre avec, sinon tant pis. Je pense que bon, déjà beaucoup de choses ont été dites, c'est l'avantage de passer l'an dernier. Ah, c'est tout en bas. Donc, dans l'année, beaucoup de choses ont été dites, ce qui est une bonne chose. Je vais repartir du constat que Dominique Rousseau a esquissé, qui est qu'à l'heure actuelle, on assiste à un paradoxe, qui est que d'une part, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, même si c'est plus ou moins sincère en effet, se revendique d'une forme de démocratie ou d'un attachement à la démocratie c'est formidable, etc., etc. Et en même temps, ça c'est au niveau du discours, et en même temps au niveau des pratiques, quand on regarde les indicateurs concret de la défiance envers les institutions de ce qu'on nous dit qui est la démocratie, à savoir le taux de participation aux élections, le taux d'encartement dans les partis politiques, et le taux de confiance envers les institutions comme les partis ou les élus, eh bien vous avez des indicateurs en crise absolument partout. Vous avez des indicateurs en crise absolument partout, et cela vaut dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que, indépendamment des résultats économiques du dit pays, puisque si vous devriez avoir un taux d'encartement supérieur en Allemagne par rapport à la France, si jamais l'économie... si jamais l'économie devait impacter sur ce facteur-là, ce qui n'est pas le cas. Et puis, dans le même temps, on a ce que des collègues appellent un nouvel impératif délibératif ou participatif, le fait que donc un certain nombre de dispositifs délibératifs ou participatifs doivent se mettre en place pour permettre à l'action publique d'être plus inclusive de la parole des citoyens. Et dans le même temps, vous avez également des mouvements sociaux
pas seulement les Gilets jaunes, mais d'autres, qui demandent une démocratie réelle. Donc s'il y a une demande de démocratie réelle, ça veut dire que le système dans lequel nous vivons n'est pas une démocratie, ou pas une vraie en tout cas, et ils n'ont pas attendu les Gilets jaunes, il y avait Occupy, Les Indignés, Nuit debout, dans un certain nombre de pays, Occupy c'est au niveau global, qui se sont exprimés. Bon, pour faire une... bon alors, moi je vais reprendre les distinctions classiques entre les différentes formes de démocratie, mais juste pour savoir de quoi on parle. La première forme de démocratie qui est critiquée comme étant pas une vraie forme de démocratie serait la démocratie élective, donc qui reposerait sur un processus assez simple que vous connaissez, qui sont les élections, donc un transfert de pouvoir des représentés aux représentants. Il y a aussi face à cela des gens qui ne sont pas contents de la façon dont ce système fonctionne et qui donc vont se mobiliser, donc ce qu'on appelle la démocratie sauvage, qui vont s'exprimer par des mouvements sociaux. Extinction Rebellion par exemple, c'est ça, c'est de la désobéissance civile. Il y a de la démocratie directe, donc ça c'était la demande des Gilets jaunes, le fait d'instaurer des systèmes d'initiative citoyenne de référendum. Moi j'habite en Suisse, donc c'est un fonctionnement assez important du système helvétique, qui n'est à pas confondre avec une forme de démocratie qu'on appelle participative, qui se caractérise par une forme ouverte, mais pas aussi décisive et pas aussi quantitativement importante que la démocratie directe. Donc c'est des formes de participation comme les budgets participatifs, les town meetings, les assemblées, etc., où il n'y a pas une aussi forte délégation de pouvoir que dans le système d'initiative. Mais le problème de ces démocraties-là, l'ouverte, la participative, l'élective, c'est souvent qu'en règle générale, la qualité des échanges et de la délibération est critiquée, notamment par un certain nombre de théoriciens politiques, comme étant de la délibération de mauvaise qualité. Les arguments ne sont pas souvent suivis, il n'y a pas souvent de référence à des faits concrets, il y a des a priori, etc. Et donc, à partir des années 70, on peut mettre en place ce qu'on appelle la démocratie délibérative, et donc c'est des dispositifs fermés, ne vient pas qui veut, c'est pas ouvert, qui se basent sur des échantillons tirés au sort, qu'on appelle des mini-publics. Puis la dernière forme qui ressemble à celle pratiquée au CESE, c'est la démocratie associative ou corporative, où il y a des syndicats ou des associations, des corps constitués qui vont essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre d'enjeux de politique publique. Bon, voilà, ça c'est l'intro. Ok, donc alors voilà, ça c'est une image de l'Irlande, donc quel cas que je connais le mieux. Le seul type de démocratie dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que les conventions citoyennes pour moi elles entrent là-dedans, c'est la question de la démocratie délibérative. Bien sûr, comme l'a dit Dominique Rousseau, je suis d'accord, il y a des éléments de participation et de délibération dans les autres modèles, mais je reprends une typologie arrêtée par des collègues. Donc, il y a eu un certain nombre d'expérimentations pratiques, on ne parle pas, ce qui est assez intéressant quand on parle d'expérimentation démocratique, c'est que, en règle générale, face au reproche d'utopie et de ce serait bien mais ça ne marche pas, on peut en réalité, si on s'intéresse à la sociologie et à la socio-histoire des dispositifs, en fait, en repérer un certain nombre. Le plus ancien et le plus durable, mais également le moins connu, c'est le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui permet donc d'avoir une représentation et une participation sans syndicat au sein d'un corps assez important qui est donc l'armée française. Ensuite, à partir des années 70, dans différents pays, notamment l'Allemagne et les États-Unis, vont se mettre en place ce qu'on appelle les Planungssäle ou les jurys citoyens, qui donc visent, en reprenant un peu le modèle du jury judiciaire, à faire délibérer un groupe de citoyens diversifiés sur des enjeux de politique publique. Puis, à partir des années 80 ou 80, si vous voulez le dire à la Suisse, se mettent en place les conventions de citoyens ou conférences de citoyens qui, eux, visent non pas tellement à se reposer sur de l'expertise d'usage, mais plutôt à trancher des controverses scientifiques sur lesquelles il n'y a pas de consensus, sur les enjeux de technosciences ou des enjeux de technologie controversée. Ça se met en place au Danemark, puis ça va se diffuser en Suisse, en Angleterre, dans un certain nombre de pays, en Autriche. Et c'est donc ça dont le premier panel a plus parlé ce matin. Puis à partir des années plutôt des années 90, c'est là que ça se développe. Les sondages délibératifs vont regrouper des échantillons beaucoup plus grands. Les jurys citoyens et les conventions citoyens, c'est entre une quinzaine et une trentaine de personnes, donc c'est pas énorme. Et là, James Fishkin, donc, qui est un professeur de sciences politiques, lui va décider de mettre en place des jurys citoyens, des sondages délibératifs. Est-ce que c'est le bon truc et à partir de là, donc là, l'idée des sondages délibératifs, c'est d'avoir une représentation de ce que la population penserait si elle avait le temps de réfléchir, de penser, de s'informer. Donc c'est comme un sondage, on vous appelle, on vous pose une question, sauf qu'après, on vous permet de délibérer, de réfléchir, de vérifier, et ensuite de donner votre avis éclairé. Donc ça donne l'avis éclairé. Et puis les deux dernières innovations démocratiques qui vont se mettre en place dans le cours des années 2000, c'est les Citizen Initiative Review,
inventé notamment en Oregon, qui vise à avoir un jury citoyen qui délibère en amont d'un référendum pour produire de l'information. Une information qui serait réputée neutre, impartiale et dénuée de toute fake news ou de toute contre-information. Moi je suis dans une équipe qui la met en place en ce moment en Suisse. Et enfin, le dispositif qui va avoir le plus de succès, qui sont les assemblées citoyennes, qui vont se mettre en place à partir de 2004 sur les enjeux de réforme électorale au Canada puis aux Pays-Bas, et puis sur des réformes constitutionnelles en Irlande, et puis également mis en place par des organismes de la société civile en Belgique et en Australie. Je suis pas sûr que ça soit... Bon voilà, ça, grosso modo, ça ressemble à ça, c'est absolument pas impressionnant, c'est des gens dans une salle qui discutent de façon polie. Bon, alors, au niveau des missions délibératives qu'on peut confier à ces différents dispositifs, premièrement, on va aller de la plus faible à la plus forte. Premièrement, une simple inclusion de citoyens qui sont dépolitisés et qui votent potentiellement pas, et puis une forme d'éducation civique. Donc ça, par exemple, c'est l'analyse qu'ont fait certains collègues, moi j'ai pas travaillé là-dessus directement, mais des conseils citoyens en France, dans différentes villes, qui font partie de la politique de la ville, qui n'ont pas un grand pouvoir, qui sont tout à fait consultatifs, et qui d'ailleurs ont beaucoup de mal à maintenir et à recruter des citoyens pour participer. Ensuite, on peut avoir une forme de consultation éclairée, donc c'est du sondage, mais c'est du sondage amélioré, donc ça c'était l'idée de James Fishkin et de ses sondages délibératifs. On pose une question aux citoyens, mais plutôt que d'avoir l'opinion brute, on a l'opinion éclairée, mais c'est une forme de consultation, ça informe le décideur plus qu'autre chose. La production d'informations, ça c'est un élément assez intéressant, c'est le fait que les citoyens sont les producteurs d'une information qui est ensuite envoyée à tous les électeurs, donc de l'État de l'Oregon si vous êtes au niveau de l'État de l'Oregon, ou de l'État du Massachusetts, ou de la Suisse si on arrive à mettre ça en place en Suisse. Donc c'est la production d'une information qui va ensuite informer le maxi public. Le maxi public, c'est l'ensemble des citoyens. Une proposition qui avait été faite par Ségolène Royal et qui avait été testée au niveau local, qui est le contrôle des officiels, des responsables publics et des politiques publiques par des jurys citoyens, donc la reddition des comptes en face de jurys citoyens. La capacité par décision, mais d'allocation de budget dans le cas de certains budgets participatifs couplés à des jurys citoyens, notamment en Allemagne et en Chine. La proposition d'une législation, d'une chambre tirée au sort pour participer à la législation aux côtés d'une chambre élue, ça c'était une proposition qui date un peu et qui a toujours beaucoup de succès à l'heure actuelle. Et puis les deux derniers points qui me semblent les points les plus intéressants finalement, c'est des questions de réforme constitutionnelle. Donc c'est ça qui s'est passé notamment en Irlande. Et puis là, pour la question du climat notamment, mais ça peut être aussi la question des retraites ou du modèle économique à large échelle, les enjeux de long terme. Et là, c'est l'argument que mon collègue à l'Université de Lausanne, Dominique Bourg, fait. Étant donné que les cycles électoraux sont très courts, 4 ans ou 5 ans, ou éventuellement 7 ans au maximum, eh bien c'est très difficile de mettre en place des politiques de très long terme. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, de façon, ça c'est au niveau pragmatique, mais au niveau philosophique, il y a un vrai problème. Parce que la théorie de la représentation, c'est que les représentés défendent les intérêts, les représentants défendent les intérêts des représentés. Mais quid si les représentés ne sont pas encore nés? Donc les générations futures, étant donné qu'elles n'ont pas le droit de vote, elles ne sont pas représentées, et donc l'élection ne marche pas tout simplement pour des gens qui ne sont pas encore nés. Bon, le dispositif, donc on va faire un zoom progressif. Hein. Le dispositif auquel je me suis le plus intéressé, c'était la question des assemblées citoyennes, qui sont donc articulées plus fortement avec des enjeux justement de long terme et des enjeux de nature constitutionnelle, puisque les premières assemblées citoyennes, c'est sur des enjeux de code électoraux, donc qui sont des enjeux métapolitiques. Et sur lequel il y avait un problème qui était que les partis politiques étaient à la fois juges et partis, vu qu'ils bénéficient d'un certain système électoral ou pas. Donc il y en a eu un certain nombre, je vais pas pouvoir vous les détailler, mais vous avez une liste voilà, ici, sachant qu'il y a une augmentation exponentielle de ces assemblées, puisque là, cette année, il y en a une en Écosse, une au Pays de Galles, une en Angleterre, une en France, une en Belgique, une en Espagne, enfin, vous voyez, voilà, c'est simultané, deux nouvelles en Irlande, enfin... Ça commence à vraiment être un outil récurrent de politique publique. Donc, le cas, à nouveau on zoom, le cas sur lequel moi j'ai le plus travaillé, c'est les assemblées citoyennes en Irlande. J'ai écrit un article là-dessus dans La vie des idées, si vous voulez lire ça de façon un peu moins au pas de charge. Donc, que j'ai observé directement en faisant une enquête ethnographique de longue durée sur le processus. Bon, sur ce dispositif, il faut voir que très souvent, il y a beaucoup de confusion autour des dispositifs qui n'est pas très bien connu en France. Enfin, on en parle beaucoup, mais je trouve avec souvent beaucoup d'erreurs factuelles. Parce qu'en fait, il n'y a pas un dispositif, mais il y a 3 dispositifs. Maintenant, il y en a encore plus. Il y a 3 dispositifs successifs. Il faut savoir que l'origine ne vient pas du système politique lui-même, mais de la société civile. C'est l'assemblée pilote qui a été lancée par une ONG citoyenne qui s'appelait We the Citizen, qui est composée en grande partie
d'universitaires et de militants, de chercheurs notamment, et qui va bénéficier non pas d'un soutien financier public, mais d'un soutien privé, d'un groupe philanthropique, d'une fondation philanthropique qui s'appelle Atlantic Philanthropy. Et en fait, il y a une structure politique très favorable à l'innovation démocratique en Irlande, c'est le fait que la constitution irlandaise, c'est très important et j'insiste là-dessus, stipule qu'on ne peut la modifier, donc la constitution, que par référendum. Donc il est absolument impossible qu'une modification constitutionnelle ait lieu sans référendum, donc sans inclusion et expression souveraine de la part du maxi public, de la population dans son ensemble. Donc dans ces cas-là, vous avez une structure incitative forte pour inclure des citoyens, de toute façon, c'est eux qui auront le dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc-là n'est pas présent dans tous les pays du monde, c'est le cas en Suisse, mais c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Bon. Ce groupe militant va faire un tour d'Irlande, ils vont faire 7 réunions participatives, donc ouvertes, viennent qui veut, ils incitent les gens à venir, pour faire de l'agenda setting, donc ils vont établir l'agenda de façon bottom-up, par le bas, donc en demandant aux gens c'est quoi les thèmes importants pour vous en Irlande à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Irlande est frappée par la crise économique de façon absolument dure, la crise des subprimes. Et donc ils vont distinguer 3 thèmes, et puis ils vont avoir une assemblée pilote de 100 citoyens tirés au sort, qui va se réunir pendant un week-end, avec 3 thématiques, le rôle des parlementaires, l'identité des politiciens et la gestion de la crise économique, avec notamment la question de l'arbitrage entre coupes budgétaires ou augmentation des impôts. Et ensuite, ils vont faire un lobbying citoyen et académique auprès des décideurs, et boum, la fenêtre d'opportunité est bonne, puisqu'il y a un changement électoral. En règle générale, d'ailleurs, quand vous regardez les autres assemblées, c'est pareil. Toutes ces assemblées-là, vous avez un changement électoral avant que les élus, avec un parti qui était dans la minorité, qui passe dans la majorité, et donc qui va avoir envie de réformer le système auquel il n'a pas bénéficié tant que ça quand il était dans la minorité. C'est le cas notamment au Canada. Bon, donc il y a un tremblement de terre électoral avec une coalition centre-droite, centre-gauche qui arrive au pouvoir en Irlande, qui vont hésiter, puis finalement se mettre d'accord sur le fait d'avoir une assemblée hybride, avec 66 citoyens tirés au sort, 33 élus et un chair qui vient de la société civile. Ils vont recevoir 2500 submissions, donc propositions, protestations, c'est assez large le terme de submission, on pourra y revenir si vous voulez, de la société civile. Ils auront 8 thèmes imposés, puis ils auront le choix d'en avoir 2 de plus, qu'ils pourront choisir eux-mêmes, et de façon intéressante, ils vont décider de choisir avec le public, de façon participative et ouverte. Ils vont faire 40 propositions, 4 de ces propositions seront rejetées par le gouvernement, et 3 de ces propositions seront soumises à référendum, 2 seront acceptées. Le marriage equality, donc la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, le parti de centre-droit qui est resté sans majorité suite aux élections de 2016, qui va donc investir de façon importante un soutien financier, symbolique et médiatique dans cette nouvelle expérimentation délibérative qui va quand même coûter 2,5 millions d'euros, avec 100 citoyens tirés au sort et une juge de la Cour suprême pour faire le chair, et qui va devoir délibérer de 5 thèmes. Donc cette fois-ci, vous voyez, déjà on a réduit le nombre de thèmes, mais surtout, l'Assemblée n'a plus le choix sur les thèmes qu'elle doit traiter, alors qu'avant, il y a eu 2 thèmes qu'elle a pu choisir elle-même. Les thèmes sont l'avortement, dont on va quasiment exclusivement parler, qui va lui occuper également l'essentiel de son temps, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, c'est un enjeu intéressant à l'heure actuelle, la structuration des référendums et les mandats parlementaires. Donc il y aura des critiques à droite et à gauche quand elle sera lancée, notamment parce que l'IVG est perçu comme étant de la blame avoidance politique. C'est un enjeu sur lequel le Parlement pourrait légiférer s'il voulait et proposer un référendum, mais il n'a pas envie de subir le coût politique que ça implique. Et puis finalement, l'Assemblée va suggérer à 64% en avril 2017 une légalisation de l'avortement, et 1 an plus tard, en mai 2018, 66% de la population irlandaise, avec un taux de participation historiquement haut, plus fort que pour n'importe quelle élection, va dire oui à la légalisation de l'avortement sans condition. Au niveau de la méthodologie, ils en ont déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, vous avez une division du travail participatif et délibératif avec différentes entités. On reviendra là-dessus si vous voulez. Bon, peut-être, avant de conclure, un petit cadrage sur la question de la délibération sur le changement climatique dans l'Assemblée irlandaise. Donc, il faut savoir qu'ils ont délibéré que 2 week-ends là-dessus, donc c'est pas très long. Là, vous avez la convention pour le climat en France, ça va être 6 week-ends au total, avec des week-ends plus longs.
puisque les Irlandais commençaient à délibérer le samedi matin et finissaient le dimanche midi, alors que là, ils commencent le vendredi midi et ils finissent le dimanche après-midi en France. Bon, premièrement, il faut voir qu'il y a eu quand même une résistance au cadrage, parce qu'à la base, la question c'était comment faire de l'Irlande un leader dans la lutte contre le changement climatique. La réaction assez rapide des citoyens, ça a été si on pouvait respecter nos objectifs minimums, ce serait pas mal. Donc il y a eu quand même une capacité de distance critique vis-à-vis de la commande gouvernementale. Il y a eu aussi une demande d'augmentation du temps délibératif de la part de l'Assemblée qui a demandé 3 week-ends supplémentaires, donc ça impliquait un changement, un coût énorme, et un changement d'ordre. Le climat, c'était à la base tout en bas de l'agenda, c'était le dernier thème. Et donc ils ont demandé est-ce que ça passe en troisième thème. Ils n'ont pas voulu vexer la question du vieillissement de la population, donc ils n'ont pas voulu que ça passe en deuxième, mais ils l'ont quand même fait passer de la place de dernier à la place de troisième. Ils ont reçu 1185 submissions, récoltées entre juin et août, donc c'est pendant l'été, donc c'est pas nécessairement la période la plus propice, mais c'est quand même assez important. Et finalement, en fait, l'État, qui était donc au centre de la question, how make the state, how the state can make Ireland a leader in tackling climate change, l'État était l'objet de critique dans la délibération, puisque sur 13 recommandations, il y en a 9 qui commencent par the state should. Mais du coup, il y a eu un effet de cadrage avec le fait que la critique de l'économie de marché est passée totalement au second plan. Par exemple, il faut savoir que l'Irlande est un paradis fiscal en termes, au niveau des entreprises, et fait du dumping fiscal, ce qui fait que les Amazon, qui est un pollueur mondial assez important, Apple, etc., qui vont piocher des terres rares dans des zones sans nécessairement avoir des conditions écologiques géniales, ont leurs sièges sociaux en Irlande, Facebook, etc. Ça n'avait pas été questionné du tout lors des délibérations. Donc les délibérations ont quand même suivi les formulations de questions préparées par le secrétariat et l'Expert Advisory Group, avec un empowerment, une advocacy des citoyens qui était relativement limitée, avec finalement un choix des experts et des thématiques influencées par le haut, avec un input qui détermine l'output, puisque les résolutions qu'on voulait regarder, c'est tout à fait le reflet des auditions qui ont été faites. Il y a quasiment une audition par recommandation, donc le fait d'avoir une démocratie très disciplinée, un cadrage très fort, ça peut amener des fois à une espèce de consensus mou, puisque les propositions ne sont pas mauvaises, mais quand vous les regardez, même si on les mettait toutes en application à l'heure actuelle, elles ne sauveraient pas la planète. Je ne vous parlerai pas du CESUM, mais si vous voulez me poser des questions sur l'expérimentation qui a eu lieu dans cette maison, n'hésitez pas, puisque je l'ai observé pendant la durée de son existence. Et puis, on va terminer sur la question, pas vraiment des principes démocratiques, je vais quand même il y a des principes démocratiques dans la question du tirage au sort, l'égalité, l'impartialité, la représentativité, l'inclusion. Et donc moi, mon travail, c'est surtout sur la question de la combinaison de ces principes dans ce que j'appelle la légitimité, l'humilité ou le nouvel esprit du tirage au sort. Et la question, c'est la question de l'institutionnalisation de ces dispositifs. Et donc il y a 4 questions qui ont été un peu évoquées avant. Qui met à l'agenda? Est-ce que c'est une initiative populaire ou est-ce que ça vient du top-down? Qui organise? Est-ce que c'est une entité indépendante ou est-ce que c'est le gouvernement? Et là déjà en France on voit une évolution entre le grand débat et la convention, puisque le grand débat était totalement organisé par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas de la convention pour le climat. Qui intervient dans le cadre de cette convention, dans les auditions notamment? Est-ce que c'est des citoyens mobilisés ou est-ce que c'est exclusivement des élus et ou des technocrates? Et qui ratifie? C'est ça le plus important. Qui ratifie la proposition? Est-ce que ça passe par le référendum ou par le Parlement? Et est-ce qu'il y a un devoir de transmettre les propositions quelque part? Il faut savoir que par exemple, toutes les propositions des assemblées citoyennes n'ont pas nécessairement été traitées. Donc voilà. Merci.